Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler des mises, les bets en anglais. Vous vous souvenez qu'au poker, les mises constituent ce que vous risquez et le pot ce que vous pouvez gagner. Bien sûr, l'idéal est de miser le minimum, donc de risquer le minimum pour emporter le maximum. Voyons comment procéder. On va voir en tout premier les mises forcées. Dans la règle du no limit hold'em, nous avons des mises forcées à chaque tour qu'on appelle les blindes. Les blind bets sont les petites et grandes blindes, small blind, big blind, SB, BB. Ce sont des mises forcées que les joueurs doivent effectuer à l'aveugle avant de recevoir leur carte, d'où le nom de blind, qui veut dire aveugle en anglais. Ces mises initient le pot et varient d'une main à l'autre en fonction de la structure du tournoi ou du type de cash game. Par exemple, blinde 50-100, ante 100, veut dire que le joueur en position de petite blinde doit miser 50 avant de voir ses cartes et celui en grosse blinde 100. Dans certains tournois, on a les antés. Le terme ante vient du préfixe latin qui veut dire avant et c'est donc une cotisation en quelque sorte à chaque tour avant de jouer pour chaque joueur. Par exemple, ante 100 correspond à miser 10 chacun dans une table full ring de 10 joueurs, 10 x 10, soit 100 en tout. Souvent, les antés sont payés en une fois par le joueur en grosse blinde qui paye ainsi 100 pour sa BB plus 100 pour les antés de tous les joueurs, ce qui évite d'avoir à collecter 10 à chaque joueur. On entend les histoires, j'ai pas la monnaie, est-ce que... Voilà, ça évite les pertes de temps. Le but des antés est d'éviter que ce qu'on appelle des serrures ou des nits en anglais attendent des cartes premium pour jouer sans perdre des jetons à chaque coup. Avec cette règle de concentrer les antés sur la grosse blinde, celle-ci paye 2 fois la grosse blinde à son tour et doit donc être extrêmement bien défendue. Au début d'un tournoi, ce n'est pas très important les blindes et les antés, mais lorsque la structure du tournoi fait que les joueurs ont moins de 20 blindes, la défense de la grosse blinde ou son attaque deviennent des actions primordiales. La structure d'un tournoi, justement, est constituée d'étapes d'un certain nombre de minutes avec un niveau de blinde constant dans ce niveau par exemple, 15 minutes. Toutes les 15 minutes, les blindes augmentent. Au niveau 1, par exemple, on aura blinde 10-20, ante 0. Un quart d'heure après, niveau 2, blinde 20-50, ante 10, etc. Plus la structure du tournoi est lente, c'est-à-dire que les paliers sont espacés de plus ou moins de temps. Par exemple, une structure lente, ça va être un palier de 40 minutes ou d'une heure. Une structure rapide, un palier par exemple de 5 ou de 10 minutes. Plus la structure du tournoi est lente, plus vous avez le temps d'attendre un bon jeu et de jouer avec un stack important, ce qu'on appelle un deep stack, si vous vous souvenez. Plus les blindes et hantés augmentent, plus vous allez devoir vous engager avec des mains marginales et tenter même de faire all-in afin, entre guillemets, de vous faire manger par les blindes. Parce qu'à un moment donné, si vous ne faites rien, les blindes vont tout simplement éliminer tout votre stack. Concernant le cash game, il n'y a pas d'hanté en général et le niveau d'un cash game est défini justement par la hauteur des blindes qui sont constantes dans le cash game. On n'augmente pas les blindes pendant un cash game. Si on s'inscrit à un cash game qu'on appelle par exemple un demi 1, petite blinde 1 demi euro, grosse blinde 1 euro, on parlera d'un cash game NL 100. NL comme no limit et 100 parce que 1 euro de grosse blinde fois 100 blindes qui constituent la cave standard, le stack qu'on peut racheter en cash game qui est de 100 big blindes. En tournoi, au contraire, contrairement au cash game, on ne peut pas se recaver, on ne peut pas racheter un stack. Le tournoi, lorsqu'on perd
son stack, on est éliminé du tournoi. On appelle ça un tournoi freeze out, c'est-à-dire qu'aucune recave est possible. Maintenant, il y a des tournois où on peut se recaver une ou plusieurs fois. On appelle ça des tournois avec re-entry. On peut réentrer, on peut se réinscrire si on a perdu tout son stack jusqu'à un certain niveau de blinde et un nombre de fois limité, souvent une seule fois, un seul re-entry. Et à passer un certain niveau de blinde, on ne peut plus réentrer, ce qui évite que des gens rachètent des stacks au moment où, avec le buy-in initial du tournoi, il pourra avoir que 5 blindes et donc il partirait aussitôt à tapis, à peine avoir racheté. Et c'est pour éviter ce genre d'action compulsive qu'au bout d'un certain nombre un certain level, un certain niveau du tournoi, on ne peut plus re-entry. L'avantage du re-entry, c'est que si vous avez eu un bad beat, eh bien vous pourrez vous recommencer et ça vous évitera des kilomètres pour avoir été éliminé par exemple au bout de quelques mains si ce tournoi est assez loin de là où vous habitez. Il y a d'autres possibilités dans les tournois qu'on appelle les add-ons, les ajouts. C'est la possibilité d'acheter des jetons au bout d'un certain nombre de paliers. Par exemple, imaginons un tournoi avec un add-on de 10 000 au level 8, au niveau 8, blind 500 000. Ça fait que vous allez pouvoir ajouter 10 blindes, puisqu'on est avec des grosses blindes à 1000, un add-on de 10 000, ça vous fera un ajout de 10 blindes. Ça permet de pimenter un peu le tournoi et d'avoir des personnes qui vont vouloir racheter des big blinds pour augmenter leurs chances de gagner le tournoi. La différence fondamentale donc entre un tournoi et le cash game, c'est qu'en tournoi, vous êtes dans un mode survie. Si vous risquez tout votre stack sur un coin flip par exemple et que vous perdez, le tournoi est fini pour vous. En cash game, vous pouvez racheter un stack indéfiniment, donc une cave, et rejouer autant d'heures que vous voulez. Du coup, le comportement des joueurs est très différent en fonction du mode de jeu, tournoi ou cash game. En cash game, on peut se ruiner littéralement en recavant plusieurs fois alors qu'on est en tilt. Être en tilt, ça veut dire qu'on n'est plus capable de prendre des décisions de manière claire. Alors qu'en tournoi, quand on a perdu sa mise initiale, ce qu'on appelle son buy-in, on ne perdra plus rien d'autre à part ses illusions évidemment. On va parler maintenant non plus des mises forcées, mais des mises d'ouverture. On est pré-flop, on est au début d'un coup, et la première mise d'un des joueurs s'appelle l'opening bet, la mise d'ouverture. Le premier joueur qui a la parole, pré-flop, vous vous souvenez, c'est UTG, Under the Gun. C'est le joueur qui est immédiatement donc à gauche des blindes et il doit parler en premier. Il a la possibilité soit de folder, soit de dire quelque chose et là il doit annoncer une mise, c'est l'opening bet. S'il fold, on passe au second joueur dans le sens des aiguilles d'une montre et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur mise. Si personne ne mise, y compris la petite blinde, on a ce qu'on appelle un walk, un marché, c'est-à-dire que la grosse blinde a gagné le coup, elle emporte la demi-blinde de la small blind, plus sa blinde qui venait d'engager de manière aveugle, et donc on passe au coup suivant. Donc c'est assez rare, le walk, ça veut dire que personne n'a ouvert, même d'une seule blinde. Le minimum pour ouvrir un coup, pour miser sur un coup, c'est une blinde. C'est le montant de la grosse blinde. Pas les ante, juste la grosse blinde. Et si un joueur ouvre, fait un opening bet en faisant une blinde, on appelle ça limpé. Je vous rappelle que limpé, en anglais, veut dire boiter. C'est-à-dire que
ce n'est pas une mise qui a l'air très, comment dire, valable. C'est une mise minimum, et quand on fait une mise minimum, on dit qu'on fait un min bet, un minimum bet. C'est la plus petite mise autorisée, le limp, et beaucoup de joueurs ouvrent un coup en faisant un limp, y compris UTG. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Dédicace à Johanna, de limper en premier. C'est très mauvais parce que ça permet à plein d'autres joueurs de rentrer dans le coup en misant à leur tour une seule blinde. On va se retrouver avec ce qu'on appelle un family pot, un pot familial, où pratiquement tous les joueurs de la table seront rentrés et vont voir le flop en ayant risqué juste une blinde. Donc on risque le minimum et on peut gagner le maximum puisqu'on a pu voir un flop, donc les 3 cartes qui permettent de compléter avec les 2 cartes qu'on a en main déjà une potentielle main. On a la possibilité de rentrer très bon marché pour voir le flop. Donc vous aurez des gens qui vont pouvoir rentrer avec 8 et 3 off, avec 7 et 2 off, et toucher, pourquoi pas 2 paires, ou un brelan au flop, et anéantir tous les espoirs de quelqu'un qui avait, par exemple, As-Roi, ou les As, ou les Rois, ou une très belle main. Donc c'est une mauvaise idée de miser une blinde en ouverture. Les autres joueurs vont faire de l'overlimp, c'est-à-dire qu'ils vont miser à leur tour une blinde, 3-4 joueurs, et ensuite on peut avoir aussi un joueur agressif qui va faire ce qu'on appelle un limp squeeze, donc qui va mettre la pression sur tous les autres joueurs et les faire folder en mettant une grosse mise. Le limp squeeze, c'est une expression qu'on utilise dans le poker pour décrire une situation où un joueur effectue une relance qui presse comme des citrons les différents autres joueurs qui ont suivi plutôt que de relancer eux-mêmes. Le limp squeeze se produit lorsque plusieurs joueurs suivent la mise minimale initiale, le limp initial, plutôt que de relancer, et le joueur agressif, souvent en fin de parole ou dans les blindes, décide de mettre un certain montant pour remporter le pot. C'est une tactique qui exploite le fait que les joueurs qui ont overlimpé ont des mains faibles qui veulent juste voir un flop. On ne sait jamais avec 7 et 3 off. Et aussi que le joueur qui a effectué le limp squeeze se dit que ces joueurs vont folder ensuite. Voilà. Ou alors, il va se retrouver avec 1 ou 2 adversaires maximum, ce qui fait que sa main a des chances post-flop. Donc l'idéal, si vous voulez punir les limpers, punish limpers, c'est de les faire folder ou de les emmener dans une situation post-flop où ils seront en désavantage de position. Par exemple, si vous êtes au cut-off ou au bouton, avec une main relativement spéculative, par exemple 8 et 7 suités, par exemple As 8 suité, où vous pourrez éventuellement toucher peut-être un tirage quinte ou bien un tirage couleur, ou bien simplement un As au flop, eh bien vous allez pouvoir mettre la pression sur le limper qui a payé votre relance, par exemple qui était UTG plus 1, et qui va se retrouver ensuite avec une mise de continuation de votre part post-flop, après avoir payé beaucoup le limp. Donc il aura fait un limp call, il aura limpé puis payé son call avec votre relance. On verra le sizing plus précisément de ces limps. Mais pour envisager un limp squeeze, il faut savoir si le limp
du premier joueur qui a limpé est un limp obvious, c'est-à-dire évident, typique des fiches et des joueurs débutants, ou alors des adeptes du on ne sait jamais au flop, ou bien s'il s'agit d'un limp tricky, c'est-à-dire de quelqu'un qui a une très grosse main et qui attend de votre part justement que vous relanciez fort pour vous surrelancer. Donc, imaginons qu'on ait affaire à un joueur débutant, récréatif, adepte du limp traditionnel, on ne sait jamais, au flop. Le sizing pour ce type de limp squeeze consiste à ajouter 3 bébés au montant des blindes et des antés, plus une bébé pour chaque limper. Donc imaginons que vous ayez 3 limpers, ça fait 3 bébés, 2,5 pour les blindes et hantés, ou 1,5 s'il n'y a pas d'hanté par exemple. Donc ça nous fait 3, 2,5 et 3 limpers, donc 3 bébés, 3, 2,5 et 3, ça fait 8,5. Donc ça fait un raise de 8,5 bébés. Donc il y a 3 joueurs qui ont limpé, vous arrivez, vous faites raise 8,5 bébés. Enfin, vous le dites en nombre de jetons correspondants. Je vous rappelle qu'on ne peut pas dire je mise 2 bébés par exemple. Ça n'existe pas comme enchère. On doit donner le nombre de jetons. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, parmi les 3 limpers, certains vont folder. Donc, vous allez noter mentalement que ce sont des limp fold, donc des gens qui ne veulent simplement voir un flop bon marché. Ou alors, quelqu'un va payer et vous allez voir éventuellement au showdown s'il a limpé obvious, c'est-à-dire avec une main tout à fait marginale. Imaginons par exemple As 8, As 5 off, Roi 9 off par exemple. Ou bien si c'est un limper tricky, c'est-à-dire qu'il a call alors que par exemple il avait les As. Et auquel cas il va essayer de vous trap, de vous tendre un piège. Voyons un exemple où on se dit tiens on va faire un limp tricky et au lieu de call on va carrément surrelancer. Même on pourrait éventuellement même faire juste call pour trap. Bon, dans les deux cas c'est une très mauvaise idée de limper tricky. Pourquoi? Eh bien parce que si personne ne relance, donc n'essaye de punir les limpers, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, contre un seul joueur, les As, quelle que soit la main du joueur adverse, en moyenne ont 85% de chance de gagner le coup contre un seul joueur. Sympa. Quand vous démarrez le coup, vous avez 85% de chance de gagner et 15% de chance pour votre adversaire. Si vous laissez 4 limpers rentrer dans le coup, eh bien vos chances s'amenuisent considérablement avec vos As, puisque vous avez à peine mieux que un coin flip. Vous avez 56% contre 4 joueurs, qui évidemment chacun d'entre eux n'auront qu'un peu plus que 10%, sauf que l'un d'entre eux peut gagner à presque une fois sur deux le coup contre vos As. Donc, soyez sûr que si vous avez les As, il vaut mieux les jouer en misant et pas en faisant un limp tricky. Si vous êtes un adversaire et que de quelqu'un qui fait un limp tricky et que vous faites punition des limpers et qu'il vous call et qu'à la fin il montre les As, eh bien vous savez que ce genre de joueur est capable de faire des limp tricky et vous allez éviter de le faire la prochaine fois contre lui. Dans le prochain épisode de Good Morning Poker, nous allons voir comment ouvrir correctement un coup avec un raise et non pas avec un limp. À bientôt!